On est en 1983. 82, 83. Ouais, là, ils sont vraiment gamins. Ils sont gamins. Ils sont 5, 4 nés à Madrid. Un seul vient d'en dehors de Madrid, il vient d'Andalousie, de Huelva, c'est Miguel Pardessa. Et il d'ailleurs sera celui qui va pas rester dans les mémoires. Il va, d'ailleurs, c'est un peu comme c'est les 3 mousquetaires. Là, ils sont 5, ils sont 4 en fait. Tu sais, parce que celui qu'on oublie tout le temps quand on se souvient de mémoire, c'est Pardessa. Mais enfin, en tout cas, ils sont tous les 5. L'analogie, ils ont raconté l'histoire quand même. Ça aurait plus fonctionné avec le 5e Beatles, quoi. Allez, on va dire ça, le 5e Beatles. Donc, ils sont pas connus du tout. D'ailleurs, je fais un petit aparté, parce que un jour où Emilio Butragueño me raconte une histoire où je me pissais dessus. Mais Emilio Butragueño est jeune joueur au Castilla. Alors lui, il pense même pas faire une carrière, et il est à l'armée. Il a déjà fait ses classes, et puis il est affecté à une caserne de Madrid, mais il dort quand même chez lui. Et un matin, il reçoit un coup de fil. Pistonné, quoi. On l'appelle, on dit voilà, écoute, il y a pas mal de blessures dans l'équipe première. Tu vas jouer le trophée Bernabéu. Tu vas être en tout cas convoqué au trophée dans la liste pour le trophée Bernabéu. Et il me dit aïe, moi je suis à l'armée. Donc Butragueño va voir son sergent, oui mon petit gars, voilà, je voudrais vous dire que il faudrait que je puisse partir plus tôt aujourd'hui parce que je dois jouer un match au Bernabéu. Et là, le sergent le regarde, il dit, mais tu te fous de ma gueule, toi? Pour qui? Mais tu te fous de ma gueule? Parce que personne ne les connaissait. Et il lui dit, alors moi je fais vite, mais quand on vous raconte Butragueño, ça pleurait de rire. Et il dit, mais tu sais quoi, t'as pas d'autres bobards inventés? Il dit, non, je vous jure, je vais jouer avec le Real ce soir à Bernabéu, le trophée de rentrée amical et tout. Et il dit, écoute, je te fais confiance, mais je te préviens, si jamais c'est pas vrai, je vais m'occuper de toi pendant tout son service. Butragueño joue quelques minutes, il est cité dans le Marca le lendemain, et là il est convoqué par le sergent qui lui dit, ah c'est bien mon petit gars, et finalement son service est très bien passé. Je ferme la parenthèse. Heureusement que le mec était pas de l'Atlético. Ben, t'imagines? Non mais ouais, même ça tu sais quand même quand t'as un footballeur dans tes rangs, pour expliquer qu'ils étaient totalement inconnus. Et en 83, ce fameux journaliste fait un article sur cette génération qui joue dans l'équipe réserve, qui est vraiment très bien. Et Buitre, ça veut dire le vautour, mais tout simplement parce que Butragueño, voilà, c'est simplement une sonorité. Ah oui, parce que le profil de Butragueño, il fait un peu profil comme ça, tu vois, c'est même pas, de rapace. C'est même pas ça. C'est tout simplement parce qu'il y a une sonorité commune entre Butragueño et Buitre. Voilà. Et donc, ce jour-là, le journaliste écrit ça. Et il se trouve que l'année d'après, alors ça marque pas forcément les esprits, c'est que de la réserve, sauf qu'il y a un certain Alfredo Di Stefano, alors entraîneur du Real Madrid, qui en 1984 fait monter ces mecs-là en équipe première. Et là se déroule l'une des plus belles générations de l'histoire du football espagnol, plus que voilà, parce que vous savez au moment du Barça où il y avait, vous savez, tous les gens du centre de formation du Barça, les Xavi, Iniesta, etc. Et ben les Espagnols, les Madrilènes, ils disaient toujours nous on a eu la Quinta del Buitre. Voilà, il faut voir qu'à l'époque c'était aussi puissant que ça a pu être le Barça après avec Xavi et Xavi, Messi, tout ça. Et donc cette Quinta del Buitre, elle a été peut-être parfois la meilleure équipe d'Europe. Elle a quand même gagné 5 Ligas, elle a gagné des coupes, etc. Elle a gagné 2 coupes UEFA, mais simplement il lui manque un truc énorme. Et ça restera une épine dans le pied toujours de cette génération dorée qui était très aimée parce qu'elle était formée par des gens de Madrid, des gens formés au club. C'est qu'elle n'a jamais gagné la Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des Champions. Mais dans le cœur des supporters, et j'en resterai là, je suis sûr que si aujourd'hui on faisait un sondage, pas des gens jeunes, mais des gens qui ont pu voir les deux ou qui étaient enfants au moment de la Quinta del Buitre, vous leur demandez aujourd'hui, qu'est-ce que vous préférez dans l'histoire du Real? Les Galacticos, Zidane, Figo, Ronaldo, Raúl, ou la Quinta del Buitre? Eh bien, je peux vous assurer qu'une grosse majorité des gens diraient la Quinta del Buitre. Mais parce qu'il y a un élément qui est très important, c'est que c'était des gamins du club, c'est ça, qui avaient une vraie identification. Tous de Madrid. Qu'on est dans un autre football. On en revient à l'identification dont on parlait tout à l'heure. Qu'en plus Butragueño est resté au club et que ça a été un ambassadeur, un dirigeant. Aujourd'hui, il est toujours porte-parole, il est directeur des ressources. C'est une figure du club, que les supporters adorent ça. Bien sûr. Parce qu'effectivement, le palmarès, faudra que tu rappelles, mais c'est vrai
qu'en Coupe d'Europe, bon, il y a 2 Coupes de l'UEFA, mais ils sont tapés par Milan, une fameuse demi-finale. Mais c'était pas. Oui, en plus, c'est la fameuse demi-finale où le Milan de Sacchi fait la démonstration. Voilà, et qui reste le match référence de Milan. Donc c'est parfois ça quand ça nous ramène toujours au fameux débat, le résultat, pas le résultat, qu'est-ce qui est le plus important, et tu es en train de nous dire que c'est pas le résultat. Quelque part c'est pas ça non plus que l'attachement que vont avoir les gens du club pour une période ou pour une époque de l'histoire d'un club, ça peut être lié à d'autres choses, même dans un club aussi mythique et qui a autant gagné que le Real. Et j'aime beaucoup moi cette histoire-là parce que c'était finalement un Real qui avait l'air également humain et presque fragile parfois. Oui, parce que c'est parce que c'est en même temps que la team de Cruyff un petit peu, tu vois, oui, puis après il y a quand même des super joueurs, il y a Hugo Sanchez qui arrive juste derrière j'allais t'en parler. Voilà. Parce que moi j'étais toujours je sais pas pourquoi, j'étais toujours convaincu qu'il était dedans lui. Non, mais en fait cette équipe était très attachante. Cette équipe était très attachante. La grosse blague à Madrid, c'était de dire les gens qui voulaient critiquer, ils disaient que le meilleur joueur de la Quinta del Buitre c'était Hugo Sanchez, alors qu'il n'était pas de la Quinta del Buitre. Voilà, tu vois, c'était Hugo ça. Sanchez, c'était un sacré joueur. Ah oui, une tête de légende mexicaine. Alors justement, lui, il n'était pas du tout dans l'esprit de la Quinta del Buitre. C'est-à-dire que c'était pas un mec sympa. Ah ouais. Et c'est toujours pas un mec sympa, Hugo Sanchez. Mais en plus, il dit pas bonjour, ça c'est pour ça. Non, bon, tu sais, il en faut un peu plus. Ils gagnent 4 titres de 86, 87, 88, 89, 4 titres de suite. Mec, il l'aime ouais, puis ils en gagnent 5 en tout, quoi. Non, mais Hugo Sanchez, c'est pas un mec très très sympa. Et surtout, il est même 4. Attends. Ils ont 5 titres. Ouais. Oui, c'est il y a un truc important qu'il faut raconter sur cette. C'est quand même une période de fou. Ah bah non, mais attends, mais à ce stade du débat, Luis Fernandez nous dit je mets 10 à Fred et 5 à Daniel. Ah bah voilà. Ouf. Mais pourquoi? Merci Luis. Pourquoi non, mais parce que moi, Louis. Non, mais parce que Daniel il a raison. Il appelle, il m'explique ce que. Il y a un élément sur lequel il faut parler aussi. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui avaient un niveau intellectuel. Taisez-vous, écoutez Fred. On avait laissé le dentier, Louis. On avait affaire à des gens qui avaient un niveau intellectuel supérieur à la moyenne. C'est-à-dire que c'est tous des gens et que j'ai la chance de tous les connaître aujourd'hui, d'entretenir des relations très sympathiques, notamment avec Butragueño, avec Mitchell. Butragueño, c'est quelqu'un qui après va faire des études, va faire un master à Chicago, qui parle très bien anglais. Mitchell est quelqu'un d'une grande intelligence, ce sont des gens qui lisent, etc. En plus, c'était des types qui avaient une vraie culture. C'est-à-dire que je sais pas comment vous l'expliquer, voilà, c'était des gens presque normaux, et puis des mecs, puis des étudiants et tout ça. Voilà, il y avait quelque chose de... finalement alors Sanchez, son père avait été un grand joueur, Manolo Sanchez père, mais on avait le sentiment que c'était les enfants de tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais les enfants du club, c'est de la classe moyenne espagnole, quoi. Voilà, on était ni les favelas, ni l'aristocratie, quoi. Voilà, donc et c'est pourquoi, et Daniel a raison, tout le monde s'identifiait dans ces gens-là. Et la suprématie, elle s'arrête parce qu'eux sont en fin de parcours ou parce qu'arrive le Barça de Cruyff qui prend un peu la place et qui est champion les deux, mon juste capitaine. après. Parce que Pardessa reste que 3 ou 4 saisons. Butragueño, c'est plus de 10 saisons. Voilà, après. Oui, Butragueño, il est encore là quand le Barça de Cruyff commence à gagner. Mitchell, après, puis, tu sais, les histoires d'amour finissent mal en général, comme chantait Lerita Mitsuko. Mitchell est très mal parti du Real Madrid. Ça a été difficile pour voilà, quand ils ont, voilà, Pardessa est parti assez rapidement. Mitchell a été très très fâché pendant très longtemps avec le club. Après, il est revenu, il était entraîneur du Castilla. Mais voilà, après, tu sais, c'est une suprématie, en tout cas en Espagne pendant de nombreuses années, et automatiquement après ça change. Mais c'est vrai que l'arrivée de Cruyff aussi, ça bouleverse pas mal de choses, quoi. Mais c'est vraiment, moi, en plus, c'est vraiment, je vous dis, des gens que j'aime bien. Ce sont des gens sympathiques, des gens qui sont très normaux dans leur façon de vivre. C'est pas des stars. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des stars. Ouais, j'ai le temps de raconter une autre histoire que m'a raconté Butragueño. Vas-y. Alors, en fait, la tradition en Espagne, c'est que le premier fils que tu as, tu lui donnes ton nom, en fait. Donc ton prénom. Oui, ton nom aussi. Et donc le premier fils de Butragueño s'appelle Emilio Butragueño. Et un jour, il est sur la Grande Via, qui est l'une des rues les plus commerçantes de Madrid. Il est encore joueur, donc là il est devenu connu. Et là, tout le monde le regarde et lui dit: salut Emilio, salut Emilio. Et à un moment, son fils qui a 4-5 ans le regarde, il fait: papa, pourquoi tous ces gens me connaissent? Oui, c'est pas mal. C'est mignon. Voilà, et c'est pour dire que c'était en plus des gens qui se baladaient dans la rue normale, c'est-à-dire c'était des stars, mais c'était des anti-stars en fait. Ils étaient très connus, ils étaient très aimés, mais ils se baladaient dans les rues, etc. On était dans une période très très saine finalement.
Et dans le rapport aux supporters aussi, quoi. Bon, bah écoute, c'était à part Hugo Sanchez, c'était qui les coéquipiers un peu connus là de l'époque? Il y a Valdano aussi, hein. Ah, quand même. Il y a Valdano aussi. Il y a Paco Bouillot après qui arrive. Et d'ailleurs avec Bouillot et avec Sanchez qui étaient des mecs un peu plus rudes, un peu plus bourrins. On les appelait la Quinta de los Machos. Voilà, parce qu'il y avait en même temps la Quinta del Buitre et la Quinta de los Machos.